Épisode, la rédaction de Claudine. Chapitre 1, une voix qui n'a jamais existé. En 1957, une petite fille de 11 ans écrit une rédaction sur l'an 2000. Aujourd'hui, une machine la lit avec une voix d'enfant qui n'a jamais vécu. Octobre 1957. Chevreuse, Seine-et-Oise. Pas encore les Yvelines, elles ne seront créées qu'en 1968. Une petite fille de 11 ans s'appelle Claudine. Elle est en cours moyen 2e année à l'école de Chevreuse. Sa maîtresse s'appelle Madame Drouin. Un mardi matin, Madame Drouin écrit un sujet de rédaction au tableau. Imaginez la vie en l'an 2000. Écoutez. En l'an 2000, j'aurai 54 ans, à peu près l'âge de ma tante Marguerite aujourd'hui. C'est bien vieux et je me demande si je serai encore là. Maman dit que oui, que les gens vivront plus longtemps parce que les docteurs trouveront des remèdes. Alors j'essaie d'imaginer comment ce sera. Je crois qu'on ne brûlera plus de charbon dans les maisons. Ça me rend triste pour mon papa, parce que papa vend de l'anthracite et d'autres combustibles. Quand il rentre le soir, il a la figure noire de poussière et maman lui fait chauffer de l'eau dans la grande bassine. Mais le mois dernier, les Russes ont lancé une fusée qui tourne autour de la Terre et qui fait pip 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 pip. Papa dit que si on sait faire ça, on saura bien chauffer les maisons autrement, avec l'atome. On tournera un bouton et il fera chaud partout. Papa, il aime les avions. Il en a même pris un une fois, pour un baptême à Toussus-le-Noble, mais ça ne lui suffit pas. Il a croisé des aviateurs, il parlait de Saint-Exupéry, il les connaît tous. Quand on en voit un dans le ciel, il s'arrête et il dit son nom. Un Dakota, un Constellation, un Euratlas. Alors moi je crois qu'en l'an 2000, tout volera. Les autos voleront comme des petites bulles au-dessus des toits. Les trains voleront aussi, pour aller à Paris en 5 minutes. Et papa, peut-être, aura enfin son avion à lui. J'espère qu'on verra encore le château de la Madeleine, là-haut sur la colline, quand on volera au-dessus. Dans les maisons, il y aura une boîte qui cuit le rôti en 1 minute, sans feu. Et le tourne-disque que j'ai eu pour mes 10 ans, il sera grand comme un poste de radio. On pourra écouter toutes les musiques du monde en même temps, et même les chansons qui ne sont pas encore écrites. La famille du raton sera toujours là, à 7h du soir. Et en l'an 2000, je crois qu'on ira sur la Lune en vacances, comme on va à Cabourg. Quand je serai grande, je voudrais être maîtresse d'école, comme Madame Drouin. Même en l'an 2000, il faudra bien quelqu'un pour apprendre à lire aux enfants, parce que les robots ne sauront pas tout faire. Claudine, 11 ans, rédaction du mardi 15 octobre 1957. Note de la maîtresse, 7 sur 10. Ce texte, vous venez de l'entendre lu par une intelligence artificielle. Une voix synthétique, une voix de fillette qui n'a jamais existé. J'ai donné le cahier de ma mère à une machine. Et la machine m'a rendu une enfant de 11 ans qui respire, qui hésite, qui murmure bip 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 comme le Spoutnik qu'elle entend à la TSF. Claudine, la vraie, a maintenant 79 ans. Mais sa voix d'enfant est perdue depuis près de 70 ans. Personne ne l'a enregistrée. Personne n'a pensé à le faire. En 1957, on n'enregistrait pas les petites filles qui lisaient leur rédaction. Alors j'ai fait quelque chose que Claudine, à 11 ans, n'aurait jamais pu imaginer. Même dans sa rédaction sur l'an 2000, où elle prévoit l'atome, les objets qui volent, la musique partout et les voyages lunaires, elle n'a pas imaginé ça. En tout cas, pas sous cette forme. J'ai demandé à une machine de lire ma mère. Et voilà ce que ça donne. Cette rédaction pose une question qui n'a rien d'anecdotique. Pourquoi Claudine, à 11 ans, rêve-t-elle de devenir maîtresse d'école et pas astronaute, chirurgienne ou pilote ? Pourquoi son futur est-il si ambitieux pour les objets et si sage pour elle-même ? Pour comprendre la rédaction de ma mère, il faut remonter. Derrière elle, très loin, sa mère Denise, 15 ans en 1927. La mère de Denise, Marie, 11 ans en 1897. Avant Marie, Jeanne, 11 ans en 1867. Avant Jeanne, Louise, puis Catherine. J'ai retrouvé le cahier, je l'ai donné à la machine et je vais raconter, pendant les 20 prochaines minutes, comment des filles de Chevreuse ont appris, génération après génération, ce qu'elles avaient le droit de rêver. Chapitre 2. Chevreuse, balcon sur Paris. Ce village sentait l'eau vive et le cuir qui sèche. On y entendait Versailles avant même de voir Paris. Et dans cette vallée-là,
les filles apprenaient très tôt que le monde n'était jamais loin. Si je remonte jusque-là, ce n'est pas pour quitter l'intelligence artificielle, c'est pour comprendre ce qu'elle limite quand elle lit aujourd'hui la rédaction d'une enfant disparue. Il faut regarder une carte. Pas une carte administrative, une carte mentale. Chevreuse n'est pas un fond de province oublié, ce n'est même pas la province. C'est à 18 km de Versailles, 35 km de Paris. Port-Royal des Champs est à quelques pas, le train viendra, les nouvelles descendent de la capitale aussi vite que la pluie sur les coteaux. C'est une vallée frontière, assez loin pour rester un village, assez proche pour vivre dans l'ombre du pouvoir. À Chevreuse, l'histoire nationale n'arrive pas d'abord par les livres d'école, elle arrive par la route. Et puis il y a le paysage. Il faut le sentir pour comprendre ce qu'une enfant de 11 ans peut imaginer ici. Le fond de vallée est humide. L'Yvette passe entre les pierres sous les petits ponts. Les tanneries se servent d'elle. Et une tannerie, ça ne sent pas la campagne. Ça sent le tanin, la peau mouillée, la bête qui n'est plus tout à fait une bête et pas encore un objet. Une petite fille de Chevreuse grandit dans un mélange de rivières froides, de fumée de bois et de cuir humide. Une odeur très précise, l'odeur du travail. Mais Chevreuse n'est pas seulement une vallée de peau et d'eau, c'est aussi une vallée de phrases. Jean Racine, adolescent, a été formé à Port-Royal des Champs, à quelques kilomètres de là. Ce détail compte parce qu'ici il est question d'une rédaction, pas seulement d'un village. Chevreuse n'est pas un décor, c'est un endroit où cohabitent la peau et la syntaxe, le cuir et Racine, le travail manuel et la phrase juste. En 1867, le choc technologique arrive pour de bon. La ligne de chemin de fer qui relie Paris à la vallée atteint Saint-Rémy-les-Chevreuses. 3 km plus loin, pour les enfants du village, le train devient un horizon concret. La même année, la mairie-école du village est achevée. Avant cela, les classes se tenaient dans le manoir de la Recette, un vieux bâtiment seigneurial reconverti en salle commune depuis 1836. La République entre dans la pierre. Et puis il y a l'autre modernité, celle qui arrive par les maisons d'été. À partir du Second Empire, les bourgeois parisiens viennent prendre l'air dans la vallée. Les filles de Chevreuse qui entrent à leur service voient des intérieurs qu'on ne voit pas chez elles. Elles croisent des pianos, des lampes, des revues illustrées, des livres reliés. Autrement dit, elles voient le futur avant qu'il entre chez elles. Elles l'aperçoivent tôt, mais depuis le seuil. Un objet résume cette position. Les cartes illustrées de Jean-Marc Côté à partir de 1899. Des visions de l'an 2000, distribuées comme récompense scolaire. Marie a pu en voir circuler un peu plus tard, Denise les voir traîner, Claudine les hériter sans le savoir. Les artistes ont imaginé des machines à voler. Ils n'ont pas imaginé une femme libre de s'habiller comme elle veut. Claudine, elle, ira encore à l'école en jupe et blouse. Le futur était déjà là. L'égalité, non. Maintenant, remontons la lignée. Chapitre 3. 6 filles avant Claudine. Pour comprendre ce que l'IA touche aujourd'hui, il faut mesurer ce que l'écriture a représenté pendant 2 siècles pour les filles de cette vallée. L'histoire commence avant elle, bien avant elle. Avant sa rédaction, il y a 6 enfances, 6 façons d'avoir 11 ans dans cette vallée, 6 plafonds différents au-dessus de la même rivière. Avec Catherine, il faut surtout obéir, porter ce qu'on vous donne, ramasser ce qui tombe, se taire quand les adultes parlent, suivre le rythme des bêtes et des saisons. Avec Louise, apprendre à lire ne sert pas encore à choisir sa vie. Cela sert d'abord à suivre la religion, à tenir sa place, à déchiffrer ce qu'on vous met sous les yeux sans discuter. À Chevreuse, avant les chambres de bonne, il y a les champs, les vignes, les chèvres. Le travail commence dehors, la terre, les bêtes, les saisons. Avant elle encore, dans les 4 générations qui précèdent 1800, le décor est plus rude et plus masculin. La guerre emporte les hommes, les frères, les fils. Sous Napoléon, c'est une boucherie. En 1870 aussi, à une autre échelle. Ceux qui reviennent souvent diminués, infirmes ou brisés dans leur tête. Mais l'arbre généalogique ne montre pas tout. Il retient surtout ceux qui reviennent et ont des enfants. Les morts sans descendance
sortent presque entièrement de la lignée. Dans une famille, l'histoire militaire ne se lit donc pas seulement dans les morts, elle se lit aussi dans les silences, les corps cassés, les vies raccourcies, les femmes qui tiennent pendant l'absence et reprennent ensuite le cours ordinaire des choses. Jeanne a 11 ans en 1867. C'est l'année qui change tout, pour la lignée et pour le village. Cette année-là, la mairie-école de Chevreuse est achevée. Le train arrive à Saint-Rémy, et la loi du Rhuys ouvre pour la première fois des cours secondaires publics pour filles dans certaines villes. Pas à Chevreuse, mais à Paris, à Versailles, dans les sous-préfectures, les filles peuvent désormais aller au-delà du primaire, apprendre l'histoire, les mathématiques et le français écrit, des choses qu'on réservait aux garçons. Jeanne, elle, reste à Chevreuse. Elle entre à l'école des sœurs. On lui apprend la lecture, l'écriture, le calcul élémentaire, la morale religieuse, les travaux d'aiguille. Les sciences, le latin, l'histoire politique restent ailleurs. On la forme à être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne chrétienne. Au début du XIXe siècle, la religion tient encore l'école. Le programme est explicite, il est imprimé dans les manuels. Mais Jeanne, pour la première fois dans la lignée, sait lire couramment. Elle peut lire un roman, un journal, une lettre. Écrire à une amie ou à un frère parti à la ville. Tenir les comptes d'un ménage, rédiger une liste de courses, signer un acte de baptême. Vue d'aujourd'hui, cette compétence paraît minuscule. Elle change pourtant tout. Le premier fil d'un déplacement lent, presque invisible à son époque, mais décisif à l'échelle d'un siècle. Marie a 11 ans en 1897. Elle est la première petite fille de la lignée à avoir vécu toute son enfance sous le régime des lois Jules Ferry. 1881, école primaire gratuite. 1882, école primaire obligatoire, pour filles et pour garçons, jusqu'à 13 ans. Laïque, républicaine, obligatoire, vraiment, pas seulement sur le papier. Les gendarmes vérifient. Les parents qui gardent leur fille à la maison reçoivent des amendes. Marie est scolarisée. Elle a un certificat d'études. Elle sait lire, écrire, compter, tenir un cahier, rédiger une lettre, calculer une surface. Et pour la première fois dans la lignée, une institutrice lui demande « Marie, imagine la vie en l'an 2000. » Une rédaction, un sujet ordinaire. On ne sait pas ce qu'elle a écrit, le cahier est perdu, mais on sait ce qu'elle avait vu, à 11 ans. Elle avait vu la Tour Eiffel, construite 8 ans plus tôt. Elle avait peut-être vu les premières automobiles sur la route de Paris. Elle avait peut-être entendu parler de cette jeune savante, Marie Curie, qui travaillait à Paris. Elle avait peut-être vu, un peu plus tard, une de ces images de l'an 2000. Une carte où une femme, en corset et jupe longue, pilote un aéronef personnel au-dessus des toits de Paris. Marie rêve. Désormais, le rêve est davantage permis. L'école républicaine l'encourage même. On veut former des citoyennes et, pour certaines d'entre elles, ouvrir l'horizon du métier d'institutrice. Le métier est nouveau, il s'ouvre aux femmes, il paye. Une institutrice gagne bien plus qu'une ouvrière de filature, et bien plus qu'une bonne. Devenir maîtresse d'école pour Marie en 1897, c'est sans doute l'une des plus hautes ambitions possibles. C'est sans doute l'une des ambitions les plus élevées qu'on lui laisse alors entrevoir. Et c'est ce qui se transmettra presque sans changer jusqu'à Claudine 60 ans plus tard. Quand ma mère écrira, à 11 ans, « Je voudrais être maîtresse d'école », elle ne fera que répéter le rêve de sa grand-mère. Denise a 15 ans, en 1927. Entre Marie et elle, une guerre mondiale. Denise grandit dans un monde où les filles peuvent déjà rester plus longtemps à l'école, travailler avant le mariage et imaginer une vie moins étroite que celle de leur mère. Dans sa famille, cela est encore accentué par un milieu de tradition franc-maçonne, athée, plus laïque que la moyenne. Avant même la Seconde Guerre mondiale, Denise travaillera et vivra seule à Paris. À l'échelle de la lignée, ce n'est pas un détail, c'est une avancée concrète. Se marier, à cette époque, c'est encore vivre les grossesses sous une menace réelle que la médecine ne maîtrise pas encore bien. 6 filles, 6 plafonds. Catherine obéit d'abord. Louise apprend à tenir sa place. Jeanne apprend à lire couramment. Marie peut viser l'école. Denise travaille avant le mariage, puis vit seule à Paris.
Claudine héritera de tout ça à la fois, et entre ces 6 filles, un fil qu'on ne voit pas quand on le vit, mais qui saute aux yeux quand on le remonte. L'historienne Michèle Perrault l'a écrit, l'alphabétisation des femmes précède tout le reste. Sans Jeanne, qui apprend à lire en 1867, la suite de la lignée n'aurait pas eu le même rapport aux mots. Sans Marie, qui rédige, Denise n'hérite pas tout à fait du même horizon scolaire. Et sans ces déplacements successifs, Claudine n'écrit sans doute pas aussi naturellement, à 11 ans, « Je voudrais être maîtresse d'école ». Quand Claudine arrive à 11 ans, en 1957, elle est la première de la lignée à lire couramment tous les jours, à écrire sans effort, à pouvoir formuler un futur personnel. Mais elle est aussi la dernière à le formuler aussi nettement dans le cadre transmis par ses ancêtres. Devenir institutrice, se marier, avoir des enfants, travailler peut-être si l'ordre des choses le permet. Elle ne le sait pas. À 11 ans, on ne sait pas qu'on est la dernière. Retournons à elle. Chapitre 4. Mardi 15 octobre 1957. Car une machine ne lit jamais dans le vide. Elle lit toujours un texte fabriqué avec un monde, une maison, une époque, des phrases entendues quelque part. Claudine a 11 ans, un tourne-disque neuf, une télévision à la maison depuis 2 ans, et un père qui vit du combustible en regardant le ciel. Il faut s'arrêter sur ce mardi. La veille, lundi 14 octobre, la TSF était allumée pendant le dîner, comme souvent. La famille Duraton passait à 19h avec ses petites scènes de cuisine, ses querelles d'appartement, ses habitudes françaises élevées au rang de feuilleton national. Des millions d'auditeurs. Dans une maison de Chevreuse, une petite fille de 11 ans connaît ses voix mieux que celles de certains cousins. La radio, chez Claudine, n'est pas un bruit de fond, c'est une pièce de la maison. On y entend Jean Sablon, Maurice Chevalier, les informations, les chansons, les manières de parler du pays tout entier. La radio est encore le grand meuble commun. Mais dans cette maison-là, quelque chose de plus moderne est déjà entré. La télévision arrive en 1955 quand Claudine a 9 ans. Ce détail compte. En 1957, la télévision reste rare dans les foyers français. Chez eux, il y en a un. Et il y a aussi une belle voiture. Le père gagne correctement sa vie. Il va chercher le charbon à Trappes où il arrive de loin par wagon, le charge à la pelle dans un camion benne, le ramène à Chevreuse, le déverse en tas, puis le revend aux particuliers, en sac, à la tonne, un combustible qui chauffe les maisons et fait encore la cuisine dans bien des foyers. La suie est partout. Puis il dépense cet argent dans les objets du XXe. La suie paie l'écran. C'est ça, le décor réel de la rédaction. Ce n'est pas une maison pauvre qui rêve de modernité, mais une maison déjà modernisée, qui regarde plus loin. Claudine a aussi reçu un tourne-disque pour ses 10 ans, en 1956. Un objet magnifique pour une petite fille comme elle. La promesse de choisir pour elle-même. Jusqu'ici, dans la famille, la musique arrivait quand elle voulait bien arriver. Par la radio, le bal, la fanfare. Avec le tourne-disque, pour la première fois, une enfant décide elle-même ce qu'elle écoute. Ce n'est pas seulement un gadget. Pour elle, c'est une petite révolution intime. Une fille de 11 ans, à Chevreuse, découvre qu'elle peut faire recommencer une chanson. Une idée du futur est déjà là. Et puis, le 4 octobre 1957, 11 jours avant la rédaction, le monde bascule. Une fusée soviétique décolle du Kazakhstan. À son sommet, une petite sphère métallique, Sputnik 1, 4 antennes, un signal radio élémentaire, bip, bip, bip. En moins de 24 heures, ce son a fait le tour du monde. Les radioamateurs le captent, les journaux le racontent, les postes le rejouent. Pour la première fois, un objet fabriqué par des hommes tourne autour de la Terre. Dans un salon de Chevreuse, le père écoute. Il pose sa fourchette. Il comprend l'essentiel. Les hommes ont envoyé quelque chose là-haut. Alors tout devient possible. Le père, au fond, donne à Claudine les images de sa rédaction. Il vend du combustible, il conduit et il livre. Il rentre couvert de poussière noire, mais il aime les avions, passionnément, depuis le sol. En 1957, il n'en a pris qu'un seul, pour un baptême à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Et avoir son propre avion relève presque du fantasme. Prendre l'avion n'est pas un geste ordinaire, c'est un luxe, un métier souvent, en tout cas une exception. Mais il lève la tête, il a croisé des aviateurs, il parlait de Saint-Exupéry, il connaît les modèles, il reconnaît les silhouettes, il entend un moteur avant de voir l'appareil, il s'arrête dans la rue, il montre le ciel, il dit le nom.
un broussard, un magister, un oratlas, à sa fille surtout. Cet homme vit du combustible ancien et regarde déjà le monde qui commence. C'est pour ça que Claudine écrit que tout volera en l'an 2000, pas parce qu'elle a lu de la science-fiction, parce qu'elle a vu son père regarder les avions comme d'autres regardent des cathédrales, parce qu'elle a compris, avant de savoir le formuler, que le futur représentait pour lui une revanche. Le charbonnier voulait voler. Quand Claudine écrit « Papa, peut-être, aura enfin son avion à lui », elle n'invente pas une image, elle ramasse un désir paternel et le transforme en phrase. Tout son texte suit cette logique. Ici, le progrès n'est pas abstrait, il est d'abord domestique. Le chauffage atomique libère son père du combustible. Le train volant rapproche Paris. Le tourne-disque agrandi promet toutes les musiques du monde dans une seule boîte. Et la Lune devient une version plus lointaine de Cabourg. Claudine prend les objets qu'elle aime, les peurs qu'elle connaît, les rêves qu'elle entend à table, et elle les pousse un peu plus loin. Plus intéressant encore, ce qu'elle ne pousse pas pour elle-même. Elle imagine des voitures volantes. Elle n'imagine pas qu'elle les pilotera. Elle imagine un père dans un avion. Elle n'imagine pas une fille dans le cockpit. Pour elle-même, le futur reste calme. Maîtresse d'école, pas astronaute, pas ingénieur ni pilote. Ce déséquilibre dit toute une époque. En 1957, la modernité technique avance plus vite que l'imagination sociale. Claudine rend sa copie. Madame Drouin met 7 sur 10. Bon devoir, de jolies idées, attention à l'orthographe. Le cahier rentre dans le cartable rentre à la maison. Et puis la vie passe. Claudine grandit. Elle ne deviendra pas maîtresse d'école. Elle fera autre chose, dont ce n'est pas le sujet de cet épisode. Elle se mariera, elle aura 2 fils, elle donnera d'abord ses années à son foyer, puis à son travail. Non par sacrifice héroïque, par l'ordre des choses tel qu'on le lui avait appris. Chapitre 5. Séverine, Chloé et l'angle mort. En 1984, une fille de 11 ans peut enfin rêver plus haut que l'école. En 2011, une autre fille de 11 ans porte déjà le poids du monde. Entre les deux, le futur a changé de nature. C'est ici que l'intelligence artificielle revient au centre. Pas comme thème abstrait, mais comme machine entrée dans une histoire où écrire avait d'abord été une conquête. Quand a-ha passe à la radio au milieu des années 1980, Séverine a l'âge exact où une chanson peut vous donner le sentiment que le futur vous appartient déjà. Ce n'est pas encore l'an 2001, ce n'est même pas une promesse formulée, c'est une sensation, synthétique, dansante, presque légère. La 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 la, la 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 la, la 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 la, wow. Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien quand on aura 20 ans en l'an 2001 ? Séverine a 11 ans en 1984, Claudine en a 38, et en 38 ans, les conditions faites aux filles ont changé à une vitesse inédite dans cette lignée. On peut dater ce basculement. En 1965, une femme mariée peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. En 1967, la contraception est autorisée. Dans les années 1970, l'autorité du père et l'ordre ancien reculent, puis en 1983, la loi Roudy proclame l'égalité professionnelle. 1984, l'année où Séverine a 11 ans, arrive juste après cette séquence. Elle grandit dans un pays où beaucoup d'obstacles juridiques ont disparu. Les inégalités, elles, n'ont pas disparu pour autant. Ce qui change pour une fille de 11 ans, ce n'est pas d'abord le droit, c'est la phrase qu'elle entend à la maison. Claudine, en 1957, n'entendait pas encore cela si clairement. Son monde n'était pas fermé. Elle conduisait déjà la voiture de son père à 17 ans, mais l'indépendance des filles n'y était pas encore formulée comme un horizon explicite. Son père l'emmenait déjà à Versailles voir Johnny Hallyday, même s'il restait dans la voiture pendant le concert. Séverine, en 1984, entend autre chose, pas forcément formulée comme un manifeste, plus discrètement. Fais des études, ne dépends de personne et gagne ta vie. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des phrases de cuisine, dites entre le café et la vaisselle, des phrases qui modifient une trajectoire entière. Séverine va à l'école au moment exact où le système scolaire français finit sa mue. La loi Haby, en 1975, a rendu la mixité obligatoire dans tous les collèges publics. Elle ne va plus dans une école de filles, elle va dans une école d'enfants. Elle partage sa classe avec des garçons. Elle fait les mêmes mathématiques, la même histoire, les mêmes sciences. Pour la première fois dans la lignée, une fille de 11 ans reçoit exactement le même programme scolaire qu'un garçon de son âge. Ça paraît anodin, ça ne l'est pas. L'école, pendant un siècle, avait émancipé les filles en les faisant entrer dans le langage commun. Lire, écrire, compter. À partir des années 1970, elle fait autre chose. Elle aligne les horizons.
Elle ne dit plus « voilà ce qu'une fille peut apprendre », elle dit « voilà ce qu'un enfant apprend ». Et cette phrase-là, pour une fille de Chevreuse, change davantage de choses que beaucoup de lois. Séverine n'a pas de rédaction célèbre sur l'an 2000, pas de cahier retrouvé dans un tiroir, pas de voix synthétique pour la lire. Elle n'est là dans cet épisode que comme point intermédiaire. Mais ce point-là est crucial, parce que Séverine est la première de la lignée pour qui devenir maîtresse d'école n'est plus le plafond, c'est une option parmi d'autres. À 11 ans, elle peut vouloir être vétérinaire, médecin, journaliste, avocate, pilote. Le mot pilote, justement, n'est plus réservé aux pères qui regardent les avions depuis la rue. Il est entré dans le champ des possibles pour les filles. Et puis il y a l'époque. 1984, ce n'est pas seulement Orwell. Le Minitel s'installe dans les foyers, les écrans changent de place, la France commence à se brancher. Le futur n'est plus seulement une promesse mécanique, il devient électronique. Chloé naît en 2000, c'est ma fille, la petite fille de Claudine. Après Séverine, il y a ma fille, Chloé. C'est important ce détail-là. Séverine, c'est ma génération. On se retrouvait chez Denise, à Chevreuse, pour Noël, pour Pâques. On partageait les mêmes grands-parents. Ma mère a eu 2 fils. Et pourtant, il y a bien une petite fille dans cette histoire. Elle s'appelle Chloé. Elle naît l'année même que Claudine avait imaginé à 11 ans, en octobre 1957. La petite fille qui rêvait de l'an 2000 voit naître sa petite fille en l'an 2000. Il y a peu de coïncidences aussi nettes que celle-là. Le futur rêvé entre dans la famille par la naissance. Chloé a 11 ans en 2011. Elle grandit dans un autre monde. L'iPhone a 4 ans. Facebook est partout. Fukushima vient d'exploser au Japon. Les adolescents découvrent qu'on peut vivre simultanément dans sa chambre à Chevreuse et dans un flux mondial permanent. Une fille de 11 ans, en 2011, n'imagine plus l'avenir à partir d'un objet qu'elle prolonge. Elle l'imagine à partir d'un monde qui l'enveloppe déjà. Ce n'est plus le tourne-disque qu'on rêve en plus grand, c'est Internet qu'on subit, sans en voir les bords. Et ce changement-là produit un imaginaire différent. Chloé ne grandit pas avec des promesses de confort. Elle grandit avec la conscience que vouloir plus ne rassasie pas toujours, et que vouloir plus, c'est souvent détruire plus. Elle grandit avec des avertissements, le climat, la montée des eaux, les incendies. L'angoisse climatique est déjà là, en sourdine. Voilà pourquoi ce sujet paraît aujourd'hui plus difficile à donner à des enfants. Imaginez la vie en l'an 2100. Peut-être parce qu'on redoute la réponse, qu'ils disent la chaleur, l'eau qui monte, les oiseaux qui disparaissent, ou quelque chose de plus simple encore, que ce ne soit plus eux qui écrivent, qu'une machine le fasse pour eux. C'est là que le podcast revient à son point de départ, cette voix qui a lu Claudine au chapitre 1, cette voix synthétique d'une petite fille. Dans la lignée qu'on vient de traverser, personne n'a vu venir ça sous cette forme. On a imaginé le moteur, l'hélice, la machine-outil, beaucoup moins une machine capable de produire directement de la phrase. Pourquoi ? Parce que l'imagination humaine sait mieux prolonger un outil que penser la délégation d'une compétence intime. On a imaginé des transports plus rapides, des cuisines plus simples, des radios plus puissantes, beaucoup moins la possibilité d'une machine écrivant à notre place. Et ça change tout à la question qu'on pose depuis le début. Qu'est-ce qui détermine comment une fille de 11 ans voit l'avenir ? Pendant 2 siècles, la réponse était claire. La famille, l'école, les journaux, les chansons, le droit. On pouvait encore en suivre les lignes. Aujourd'hui, l'IA entre dans cette chaîne au point même où l'enfant cherche ses mots. Aujourd'hui, il y a un acteur de plus. Un acteur qui ne transmet pas une valeur, ni une injonction, ni même un récit. Il peut produire directement du texte, remplir la page, proposer un futur à la place de l'enfant. C'est peut-être là que notre siècle bascule. Si aujourd'hui, une fillette de 11 ans ouvre une fenêtre de chat pour demander « Écris-moi ma rédaction sur l'an 2100 », elle ne devient pas plus bête. Elle n'a simplement plus besoin de traverser seule la page blanche. Voilà peut-être le point exact où l'on comprend ce que l'IA change. Elle risque de court-circuiter une étape décisive de l'apprentissage, le moment où l'on cherche, seul ou presque, une phrase qui ne vient pas encore. Pendant 2 siècles, apprendre à écrire a été, pour les filles de Chevreuse, la conquête décisive. Le moment où une femme cessait d'être seulement l'objet du récit des autres pour devenir l'autrice, même modeste, de sa propre vie. Et maintenant que l'écriture peut, parfois, être sous-traitée à une machine, ce qui se déplace ici, ce n'est pas d'abord l'intelligence ni la culture, mais l'expérience même de formuler un futur avec ses propres limites, ses maladresses et ses illusions.
Claudine se trompait sur presque tout. Les voitures ne volent pas, les trains non plus, et son père n'a jamais eu son avion. La famille Duraton n'est pas arrivée jusqu'à l'an 2000. Et pourtant, sa rédaction contient quelque chose qu'aucune machine n'invente seule. Quelque chose de profondément vrai. Le mélange de l'anthracite et de Spoutnik, de Cabourg et de la Lune, de la tarte de sa mère et de l'avion rêvé par son père. Ce désordre-là, ce collage imparfait, c'est une enfance. Une intelligence artificielle peut l'imiter, elle vient de le faire, mais elle ne l'a pas vécu. Alors il reste cette question, la seule qui vaille. Que reste-t-il à une petite fille de 11 ans quand une machine peut déjà écrire le futur à sa place ? Je n'ai pas de réponse, seulement un cahier, une mère et une fille, et une scène qui revient souvent, le dimanche, à déjeuner, à Chevreuse. On parle de tout ça en famille, Claudine est là. Chloé aussi, Julia aussi, leur frère aussi, et ma mère qui à 11 ans n'imaginait pour elle qu'un avenir de maîtresse d'école regarde aujourd'hui ses petites filles devenir indépendantes avec une fascination qu'elle n'aurait peut-être pas su nommer en 1957. La machine peut lire sa rédaction, elle peut même très bien en imiter la voix, mais elle ne partage pas ce que nous partageons autour d'une table. Et entre ce cahier d'enfant, ma mère, ma fille et les conversations du dimanche, il reste peut-être encore cela, des êtres humains qui essaient ensemble de mettre des mots sur leur futur. Allô ? Allô, passez-moi le 15-17, porte de Paris à Chevreuse. Oui, d'accord, monsieur. En PCV. Allô ? Allô ? Je vous entends mal. Qui est à l'appareil ? Attendez, c'est bon, je crois. Allô ? Claudine ? Oui ? Tu m'entends bien ? Ben oui. Vous êtes qui ? Je m'appelle Franck. Je connais pas de Franck. C'est normal, tu n'as encore aucune raison de me connaître. Vous êtes d'où ? De Paris. C'est pas bien commode votre réponse. Non, c'est pas très malin. Vous avez quel âge ? 53 ans. 53 ? Mais c'est l'âge que j'aurai en l'an 2000. C'est ça. Oh là là. D'un temps beaucoup plus loin que le tien. Oh là là. Vous parlez drôlement bizarrement. Je sais. Et c'est comment ? Pas facile à dire. Dès qu'on parle du temps, on finit par s'embrouiller. On sait pas toujours parler simple aux enfants, même quand on essaie. Bon, alors je vous garde quand même. Merci, c'est gentil de me garder. Pourquoi vous m'appelez ? Et comment vous savez des choses sur moi ? Parce que j'avais envie d'entendre ta voix. Pour moi, ça compte. Et pour le reste, je connais des gens qui te connaissent. On peut avoir envie d'entendre la voix de quelqu'un qu'on connaît pas ? Moi, je trouverais ça un peu louche. Tu as raison, c'est louche. C'est pas si grave, on peut quand même parler un peu. Maman dit toujours qu'il faut écouter les gens d'abord. Elle dit ça ? Ça lui ressemble. Elle est souvent pressée ? Toujours un peu. Elle fait à manger, elle range, elle recoue, elle pense à tout. Chez nous, les mamans s'assoient pas souvent. Je vois. Ma grand-mère non plus. Mais elle parle moins. On dirait qu'elle a déjà tout vu. Les grandes personnes, des fois, on dirait qu'elles ont de vieux yeux avant d'être vraiment vieilles. C'est ça. Moi, plus tard, je veux être maîtresse d'école. Je m'en doutais. Vous savez beaucoup de choses. Trop même. Pas l'essentiel. C'est quoi ? Ce que tu aimes vraiment. J'aime bien quand papa montre les avions. J'aime bien quand maman chante du montant sans s'en apercevoir. J'aime quand il fait chaud dans la cuisine. J'aime moins quand on se moque. Et j'aime quand on me dit que j'ai bien écrit. Tu as bien écrit. Merci. Pourquoi vous êtes si gentil ? Parce que ce que tu dis compte. Vous parlez comme si vous me connaissiez déjà. C'est drôle. Peut-être. Tu regardes beaucoup ta mère, non ? Bah oui. Qu'est-ce que tu regardes chez elle ? Qu'elle pense à tout. Qu'elle sait quand quelqu'un a froid ou faim avant qu'il le dise. Et qu'elle chante du montant sans s'en apercevoir. Et c'est elle qui fait tous les comptes à la maison. Elle est très forte en multiplication et en division. Et toi, tu seras quelle maman ? Je sais pas. Prends ton temps, dis-le comme ça vient. Je voudrais qu'ils viennent me dire les choses, avant d'être grands. Oui, je crois. Et qu'ils aient chaud dans la cuisine, et qu'on se moque pas d'eux. Alors ils reviendront. Et moi, je travaille ? Tu travailleras, tu feras ta vie à toi. Comme les grands ? Pour de vrai, tu gagneras tes sous à toi, tu choisiras plus souvent toute seule. Pour ça, faut travailler à l'école.
Dites-moi quand même une chose. Laquelle? En l'an 2000, les voitures volent? Non, Ah, non, j'aurais préféré aussi. même pas un peu? Même pas un peu. Zut. Et les rôtis? Les rôtis? Ma boîte qui cuit le rôti en 1 minute. Presque. Presque 1 minute? Presque la boîte. Encore une réponse de grand. Et les robots? Ils sont là, plus discrets que tu crois, mais bien là. Je l'avais dit. Tu l'avais dit. Et ils savent tout faire? Non, Alors il faut encore des maîtresses d'école. plus que jamais. Et les gens, ils meurent encore? Oui, ça ne change pas. Ah, Non, mais on vit plus vieux. et après le travail? Il y a encore de la vie. Et quand les gens sont morts, on les oublie? Pas tous. Comment on fait? On trouve encore des façons de penser à eux et de leur parler, même longtemps après. C'est joli ça. Et les vacances, plutôt Cabourg ou la Lune? Cabourg, je crois. La lune, on peut pas respirer et c'est pas très pratique pour pique-niquer. Alors Cabourg comme maintenant. Et plus tard, je suis comment? Tu grandis, C'est tout? c'est déjà énorme. C'est-à-dire? Tu ne verras pas la guerre prendre ton mari et tes fils ne porteront jamais l'uniforme. De la chance? Oui. Et pendant ta vie, les choses vont beaucoup changer pour les femmes. Pas assez, jamais assez, mais beaucoup quand même. Alors il n'y aura plus la guerre? Pas chez nous pendant longtemps. Mais ça restera fragile, comme une chose précieuse qu'il faut tenir à 2 mains. Les femmes y gagneront, et même les gens de 54 ans auront encore le droit d'être là. Tu auras des raisons d'être contente. Oh, alors ça fait beaucoup. C'est encore une phrase de grand. Et maman? Elle vivra longtemps. Et papa? Lui aussi. Ensemble? Longtemps, oui. Jusqu'au bout. C'est bien. Et ils seront contents? Je crois qu'ils auront ce qu'ils espèrent le plus. Quoi? Du temps. Et leur famille dedans. Même de moi? Surtout toi. Alors ça va vraiment. Vous êtes drôle, on dirait presque quelqu'un qui me connaît bien. Peut-être un peu, oui. Pourtant je vous connais pas. Vous êtes drôlement compliqué, vous. Un peu, oui. J'essaie juste de te parler simplement. Bon, alors je vais faire comme si je vous croyais un peu. C'est bien comme ça. J'ai des devoirs à faire maintenant. Bien sûr. C'était chouette quand même. N'hésitez pas à rappeler. Au revoir Franck. Au revoir, Claudine. Embrasse Denise et ton papa. À dimanche. Vous écoutiez la rédaction de Claudine. Ah bah c'est malin, maintenant j'ai les yeux pleins de larmes. Vous écoutiez la rédaction de Claudine, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour ce temps partagé.